Nous voici à nouveau sur Plateau Spécial. Madame, Monsieur, bienvenue. Oui, bienvenue à ce nouveau numéro de Plateau Spécial qui revient sur les finances et l'économie nationale à l'heure du sommet de la SADC. Vous le savez, au niveau de la SADC, il a été décidé, oui, de pouvoir, tous les pays membres de cette organisation devraient œuvrer pour les infrastructures, pour l'industrie, afin que ces pays régionaux puissent se développer comme il se doit et faire preuve, n'est-ce pas, de développement face aux enjeux économiques mondiaux. Ce qui nous amène aujourd'hui à revenir au niveau de la République démocratique du Congo. Comment devra-t-elle faire face, n'est-ce pas, à cette demande, si déjà à l'interne il y a des difficultés économiques, des difficultés au niveau des finances. Ce qui nous amène donc à parler croissance économique et mobilisation de recettes. Quel impact en interne, impact donc socio-économique pour la RDC d'une manière générale, mais également pour le pays, on va dire, membre de la SADC. Ainsi donc, nous allons parler économie, nous allons parler finances, nous allons nous projeter dans l'avenir, ce qui va nous amener à parler donc de perspectives avec mes deux invités qui sont déjà là, à ma droite, Mathieu Takizala. J'ai dit bienvenue. D'abord, je vous remercie, cher Eddy. Je remercie aussi l'équipe technique et la chaîne, et puis le DG, le nouveau DG de Univers et l'ancien DG, parce que Univers, c'est l'univers médiatique de la République démocratique du Congo à travers le monde. Et je remercie aussi Anéné. Vous savez, dans le village, on ne peut pas avoir un village qu'avec des jeunes générations. Il faut avoir aussi l'ancienne génération, et c'est comme ça que le pays s'est construit. Mon grand frère Norbert, que j'aime tant, et qu'on va partager un débat de fond, un débat républicain, un débat scientifique autour du développement et de la gestion publique de la République démocratique du Congo dans tout le secteur de la vie. Et vous regardez toujours les cache-nez. Ça, c'est uniquement pour dire à mes compatriotes qu'il faut porter, parce que cette fièvre-là est toujours présente et c'est pour se protéger. Très bien. Ce qui va qui ne va pas vous empêcher, n'est-ce pas, Je vais aller. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous l'avez cité, notre invité qui a accepté également de partager les plateaux avec nous. Il s'agit de Norbert Yamba Yamba. J'ai dit bienvenue également. Hein. Merci Eddy pour l'invitation. Merci franchement pour avoir pensé à moi. Ça va faire pratiquement 2 ans. Ah oui, depuis la dernière fois. Oui, depuis la dernière fois. Avec Abassou Babou, c'était ça. Ouais, je voudrais saluer mon frère Mathieu Takizala, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de considération. C'est la pépinière de la nouvelle génération d'espérance. C'est une intelligence conquérante. Il faut continuer toujours dans l'audace de croire et d'agir. Qu'on le veuille ou pas, la vérité finira par triompher. J'ai accepté franchement de faire ce débat parce que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Et j'estime qu'en étant deux, une somme d'intelligence va devoir générer certaines alternatives qui vont permettre à notre pays d'en profiter. Pourquoi pas de se servir de ça pour impacter ne serait-ce qu'au minimum les décisions de la République. Très bien. Alors, il faudrait dire, Mathieu Takizala, vous êtes économiste, c'est bien cela? Et puis entrepreneur de profession. Très bien. Et Norbert Yamba, vous êtes également expert en développement, c'est bien cela? Je suis expert en questions de développement. Voilà. Mais spécialisé dans les questions de développement de province. Voilà. Alors, développement des provinces, donc ces projets de 145 territoires, je pense que vous avez une connaissance approfondie là-dessus. Justement, avec vous deux, nous allons parler de ces questions qui intéressent également les Congolais. On parle généralement des dépassements des assignations depuis 3, 4, 5 mois déjà. D'ailleurs, on va le dire ainsi, c'est depuis l'arrivée des Warriors qu'on parle désormais des dépassements des assignations de finances, dans le secteur des finances. On parle également de la croissance économique de la RDC qui est maintenant à 6,1%. On parle également de la croissance du PIB par rapport à 2018 jusqu'en 2022. Maintenant, on est à plus de 580 $. Donc, il y a une augmentation.
on parle d'une augmentation de budget en ressources propres aux environs de 6 milliards de dollars. Alors, tous ces chiffres qui tombent dans les oreilles des Congolais, finalement, ils se posent la question, quel est l'impact de toutes ces croissances dans la vie quotidienne du Congolais? Allez, non, de toutes ces croissances en RDC d'une manière générale. Je lance le débat avec vous, Mathieu Takizala. Impact de tous ces chiffres dans la vie de l'RDC. Vous savez, le problème est que depuis les années 70, lorsqu'on fait ce qu'on appelle les agissements structurels avec la Banque mondiale, les recommandations de la Banque mondiale, ça fait que l'argent économique au niveau de l'Afrique s'est fragilisé. Elle s'est fragilisée et la production africaine a reculé parce qu'il fallait diminuer les dépenses publiques dans des secteurs où l'Afrique avait besoin de mettre les dépenses publiques. Parce que lorsque vous avez un actif de l'argent économique, entreprise et particulier qui est fragile, l'État doit jouer le rôle. Quand on parle de la croissance c'est une sommation d'une production qui s'est faite en biens et en services. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez à l'ère actuelle, une croissance, ça ne s'improvise pas. L'ère actuelle dans la ville de Kinshasa, si vous sillonnez, vous allez voir qu'il y a des acteurs de route qui se sont construits. Prenons par exemple la route à partir du marché de Bayaka et pour sortir à Sanatorium. Ça fait qu'on a utilisé des hommes et des femmes avec le matériau pour construire ces parcours. Et là, on crée de la valeur du côté de l'étatique. On crée une croissance. Et si vous regardez aussi, par exemple, la route de Elenguessa, qui a toujours été aussi problématique. Ça veut dire que pour construire cet acteur-là, nous avons besoin de l'expertise des hommes et des femmes et des biens et de services, les engins, le pelletèse, et on crée une croissance. Parce qu'en général, quand on parle de la croissance en République démocratique du Congo, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est peut-être comme si un jargon qui est réservé à nous, les économistes, mais d'une manière élémentaire, c'est ça la croissance. Ça veut dire que par une période, une marathon de 12 mois, on observe ce qui s'opère dans le circuit économique. Je vous ai donné l'exemple des routes. Par exemple, si l'État construit par exemple un pont, on fait une croissance. Parce que le pont ne va pas se construire tout seul. On va acheter par exemple le béton d'une entreprise qui fabrique le béton. On va acheter le ciment à une entreprise qui fabrique le ciment. On va transporter par une entreprise qui est le transporteur. On va acheter le carburant par une entreprise qui va... C'est ça qu'on appelle la croissance. Cette activité économique d'une manière généralisée. Donc lorsque vous posez un acte dans le secteur économique, vous enrichissez l'État. Parce que c'est des femmes et des hommes. Et puis là-dedans aussi, c'est quoi? Ce sont des taxes. Si l'entreprise qui vend le carburant va payer le taxe, en sachant que le source de la République, c'est que vous appelez budget, c'est une sommation des taxes et les impôts. Vous comprenez? Donc autrement dit, vous gardez la parole, autrement dit, cette croissance est l'accumulation, non, et l'association, non, et l'addition des différentes activités commerciales et au bénéfice de l'État. Voilà, c'est ça qu'on appelle la croissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, la croissance, nous devons chercher la croissance à des chiffres. Pourquoi? Parce qu'on a un taux de chômage qui est supérieur, qui tourne autour de 80% de la population active. Très élevé en tout cas. Très élevé. Et avec une croissance de 6 points, c'est vraiment un vrai problème. Et surtout que notre croissance est soutenue par la production de l'extérieur. Ça signifie que la production locale est insuffisante. Si nous avons besoin, par exemple, de ferraille, la plupart de ferraille, on doit amener dans les autres économies. Oui. Si nous avons besoin de pneumatiques, malheureusement, Goudi n'est plus ici, on doit importer les pneumatiques. Pendant ce temps, on a des femmes et des hommes dans le territoire qui n'ont pas une occupation salariale. C'est pour cela qu'il faut maintenant amener ce qu'on appelle les instruments économiques, les mesures incitatives, pour permettre, par exemple, le Maroc vient de le faire d'une façon un peu habile, ça veut dire que le Maroc va augmenter la dépense publique autour de l'investissement. Vous avez parlé des assignations budgétaires, ou la rigueur budgétaire. En général, ce sont des expressions qu'on utilise en termes de la gestion publique. Les assignations budgétaires, pourquoi? Il y a une fourchette où on doit respecter pour le faire. Mais maintenant, nous sommes un pays où les défis sont multiples. Ça signifie que l'augmentation de la dépense publique, il ne faut pas qu'elle soit uniquement autour des paiements des fonctionnaires. Des charges. Oui.
Il faut que l'augmentation de la dépense publique en République démocratique Congo tourne autour de l'investissement. On va revenir. On va aller à l'investissement, à la deuxième position. Moi, je voulais d'abord, puisque vous avez expliqué très bien, vous êtes dans vos timings, hein, j'ai un chrono, vous le savez. Il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, vous avez expliqué c'est quoi la croissance, c'est très bien, je crois que les téléspectateurs l'ont également suivi. Mais je voulais maintenant qu'au-delà, vous puissiez maintenant démontrer l'impact de cette croissance que vous avez expliqué justement jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler. Est-ce qu'on le ressent? On le ressent. On la ressent déjà. On le ressent, mais comme le mal est tellement profond, vous avez un chômage de masse avec le PCR de l'informel qui est supérieur. C'est pour ça que vous voyez que ça devient comme une diminutif dans l'écosystème. Oui. Mais aujourd'hui, admettons la personne qui passait vers Bumbu, du côté de Makala, oui. Et il devait contourner un long chemin. Mais aujourd'hui, moi, quand par exemple je vais à Pigeon, je prends puis rond-point Gaba, je prends puis la route de Selembao. Je passe uniquement ici. Vous voyez, je gagne le temps. Oui. Le nombre des heures que je mets, ce n'est pas le nombre des heures que je mettais avant. Le carburant, ainsi de suite. L'exil kilométrique. Mais comme aujourd'hui dans notre pays, depuis les agissements structurels de la Banque, les recommandations de la Banque mondiale, les FMI, maintenant nous devons venir avec les néoclassiques les théories économiques. Ça veut dire que nous devons maintenant aller d'une façon la réalité congolaise. La réalité congolaise, c'est ce que vous dites que l'acteur, parce qu'il y a aussi des recommandations qui ont été faites l'autre fois sur la privatisation des entreprises et de l'État à la démocratie du Congo. Mais on va revenir on reviendra et vous verrez que c'est ça qui doit amener maintenant l'habilité de l'acteur public congolais de comprendre que l'absence du secteur privé et de l'opérateur local va nous fragiliser pour que nous puissions monter en épaisseur, en une croissance à des chiffres. Très bien. Alors Norbert Yamayamba, croissance économique, on va dire mobilisation des recettes, quel impact, j'ai dit bien, actuel, et puis on va parler des perspectives. Est-ce que vous avez la même lecture que, allez, on va dire Mathieu Takizala sur cette question? Non, Mathieu, il a la matière qu'il faut pour apprécier ces différentes notions. Je crois qu'à l'écouter, il a bien défini ce que c'est une croissance économique. Et réellement, dans notre pays, il y a croissance. Réellement, vous savez, en 2020, on a compté une croissance de 1,7%. Vous dites 1,7%. En 2020, c'est-à-dire il y a 2 ans. Il y a 2 ans. 1,7%. Aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes partis de 1,7% à 6,2%. On a fait une montée spectaculaire. La moyenne en Afrique subsaharienne est de 4,5%. Donc nous sommes au-delà de la moyenne subsaharienne. C'est que très clairement, il y a eu production des biens et des services tels que l'a défini Mathieu Takizala. Maintenant, la question c'est de se dire, oui, maintenant il y a le volume qui a augmenté, et quel est l'impact naturellement par rapport à ça? Ça c'est une autre question. Certainement que Mathieu a essayé de ressortir un certain nombre de réalisations. Aujourd'hui, il y a pas mal de routes. Je voyais ce qui s'est fait entre, par exemple, Mbujima, Kananga, Chikapa, Kananga, du côté du Sud Kivu, je ne vais pas parler de Kinshasa, etc. Toutes ces routes ont quand même absorbé un peu d'argent. Je ne voudrais pas revenir sur les sautes-moutons, je ne vais pas revenir sur les différentes maisons préfabriquées, construites, etc. N'oubliez pas les fonctionnaires qui sont payés, celles dont on a reconnu naturellement, on a donné le matricule et payé. Il ne faut pas oublier la masse que cela représente en termes de l'argent que l'on doit pouvoir sortir pour construire la dynamique autour de la gratuité de l'enseignement. Tous les calculs qui étaient faits. Le financement extérieur, non? Non. Le financement extérieur ne peut pas couvrir 2,5 de milliards. Ah non. Et puis, qui a libéré encore le financement extérieur jusqu'à aujourd'hui? On a promis 1 milliard, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, nous sommes en train de travailler avec les fonds propres. C'est très important. Ce sont les fonds propres. Et vous avez suivi Mathieu qui vous dit, aujourd'hui, on est arrivé naturellement dans le budget à couvrir 6 milliards de dollars sur un budget
11 milliards. On n'a pas encore fini l'année, on est en train d'augmenter graduellement, etc. C'est qu'il y a une grande performance. Et donc, on regarde ce qui se passe. On regarde ce que nous faisons. Certainement que il y a une construction d'un certain équilibre entre la mobilisation des recettes et les réalisations, naturellement, en termes d'impact social. Mais je voudrais aussi réfléchir un peu, cher Eddy. Regardez le Congo. Parce que la tendance générale, c'est de croire que, bon, 10 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Vous avez... Peut-être au regard d'où nous venons. Hein, bien entendu. J'avais 100 dollars, oui. Maintenant j'en ai 10 000 dollars. C'est quand même beaucoup d'argent, mais qui ne me suffit pas pour m'acheter notamment une maison et une parcelle. Voilà. Bien entendu, parce que le Rwanda, ouais. C'est 100 fois moins que le Congo. Parce qu'on a tendance à comparer le Rwanda, le Congo, etc. Moi, j'ai été candidat député national dans les territoires de Lomela, au Sankuru. Le territoire de Lomela a 26 346 km². À l'instar du Rwanda qui a 26 000 km. C'est que quand moi j'ai fait la campagne pour couvrir les rayons, le diamètre de mon territoire, c'est pratiquement la même chose que Kagame est en train de faire sa campagne. Et donc, il ne faut pas comparer les incomparables. J'ai été au Rwanda depuis les années 80, 90. Je venais d'ailleurs d'y être. Je connais ce que c'est Tchangungu, je connais ce que c'est Kigali, Kizeni et compagnie. Boutaré. Non, c'est comparer les incomparables avec le Congo. Et le Rwanda n'a pas un produit brut, un produit intérieur brut qui dépasse 10 milliards de dollars. Mais nous sommes au-delà de 54. Et il y en a même ceux qui disent, parce que les chiffres sont toujours titubants, 65 milliards de dollars. Mais 100 fois moins que le Congo, 80 fois plus que la Belgique, 5 fois plus que la France. Regardez, 120 fois plus que le Luxembourg. Alors on fait comment? Lorsqu'on a 10 milliards. Et quand vous prenez par exemple la Belgique, c'est 250 milliards de dollars, d'euros, comme budget. Mais nous avons 10 milliards, 11 milliards. Entre-temps, la Belgique fait 80 fois le Congo. Donc il faudrait multiplier par 80, voilà. Vous multipliez par 250 milliards. C'est 350 à 400 milliards d'euros. Or, c'est 5 fois le Congo. Tu vois. Donc, ça aussi, c'est un problème. C'est que très clairement, on a tendance à croire que parce que quand on arrive, et donc on est capable de donner, de faire tout à la fois. Moi, je voudrais leur dire que le Congo, c'est 1200 fois plus que la République et Sao Tomé-Principe. Allez, monsieur Yamayama, ils vous diront, ceux qui sont en train de nous suivre, que gérer, c'est aussi la planification. Vous n'avez pas l'air dit qu'ils ont tendance à croire qu'il faudrait faire tout à la fois. Parce que si l'actuel régime a été élu, c'est parce qu'il a présenté un programme et ce programme a été chiffré tel que planifié. Et donc, le téléspectateur qui nous suit s'attend à ce que la réalisation se passe graduellement tel que proposé dans le programme. Et donc, ils ne s'attendent pas à ce que tout soit fait au même moment. Tout à fait. Le président de la République, lorsqu'il était candidat, avait dit qu'il ferait 86 milliards de dollars dans les 10 ans. C'est une moyenne de 8 milliards l'an. Aujourd'hui, nous sommes à 11 milliards l'an. Tu vois ce que cela représente? C'est que très clairement, lorsqu'on fera 10 ans, on risque d'aller au-delà. Parce qu'il avait dit à son temps que les chiffres qu'il donne sont des chiffres qui doivent être revérifiés lorsqu'il aura accédé au pouvoir et les efforts qui seront faits naturellement pour recadrer la gestion de la République. Si on tenait compte des chiffres promis, on est sur la bonne voie. Mais
croyez-moi, parce qu'il y a une partie, on va parler de la mobilisation des recettes. Nous sommes dans une société où nous ne vivons que des recettes. J'ai lu un article, Mathieu, où on dégage 80% des actes générateurs de recettes ne sont pas perceptibles dans le budget de la République. Il n'y a que 20%. Et les 20% des recettes sont des recettes ici, n'est-ce pas, des frontières, où la perception est facile. Mais les autres actes de recettes qui sont repris dans des lois interministérielles qui déterminent plus de 1200 actes de recettes actes générateurs de recettes. Écoutez, c'est difficile de percevoir ça. C'est fort possible que ces recettes sont perçues, mais entrent dans les poches des individus. Jusqu'à aujourd'hui Aujourd'hui, il y a une liste. Vous me donnez le nombre de minutes, non? Oui, vous êtes m'arracher la parole. Plus de 3 minutes que lui. Hein? Ah, ok. Donc, je voudrais simplement dire que les recettes qui sont générées, non seulement elles ne couvrent pas tous les actes générateurs de recettes, encore que la corruption qui a été visiblement institutionnalisée plus d'une décennie, cette corruption n'est pas jugulée totalement. Parce qu'il existe plusieurs structures de dissuasion, dont l'IGF qui fait fureur aujourd'hui. N'oubliez pas la justice aussi. N'oublie pas le travail parlementaire de monitoring de la justice est quand même au banc des accusés. N'oublie pas le contrôle citoyen. On va revenir à vous. Donc tout ça doit être mis en contribution pour que davantage nous puissions avoir véritablement de recettes. Et je termine, parce qu'il me pardonne, il va prendre le temps. Une étude qui a été faite démontre que lorsqu'on arrête la corruption à proportion de 30%, et donc on peut, l'année suivante, on peut avoir un budget de 55 milliards de $. Vous parlez de la RDC. De la RDC. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore parvenu à arrêter la corruption à hauteur de 30%. Oui, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il faut déstructurer l'écosystème. Très bien. Pour qu'on arrive véritablement à la vraie mobilisation des recettes. Très bien. Allez, Mathieu Takizala, vous avez même démontré, on va dire, à suffisance quel impact le Congo bénéficie déjà de cette croissance économique et de ces mobilisations des recettes, notamment en termes de la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures. Mais d'aucuns pensent que oui, il y a eu mobilisation de recettes, oui, il y a eu croissance économique, c'est vrai, augmentation du budget, mais le problème, c'est que l'affectation est mal orientée. Pour certains, on aurait dû les orienter, les affecter dans l'investissement et non dans la masse salariale. Bon, vous savez, cette question est tellement bonne comme un bon vin. Le vrai problème, c'est quoi? Nous avons une démographie à soigner. La démographie qui était en 1960, ce n'est pas la même démographie qu'aujourd'hui. Sauf qu'en 1960, l'argent économique professionnel qu'on appelle entreprise était supérieur. Le nombre des entreprises qui étaient dans le territoire était supérieur par rapport au nombre d'entreprises qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est tournée autour de l'informel. Ça veut dire que tout secteur de la vie, par exemple l'industrie de logement. L'autre fois, on avait des sociétés organisées pour faire louer des logements à la démocratie du Congo. Aujourd'hui, qu'ils soient les logements particuliers ou les logements professionnels, c'est uniquement l'industrie de l'informel. Vous pouvez prendre dans l'étendue du territoire congolais aujourd'hui, ces secteurs, qui soient même le promoteur immobilier qui construit des maisons, tout Congolais construit une maison parce qu'il a l'argent. Or, on s'affaiblit dans ces secteurs. C'est l'une des secteurs économiques où, quand vous avez pour faire un rebond, c'est dans la pierre ou l'agriculture. En ce moment, on parle plus de l'agriculture, mais il y a d'autres économies qui soignent vers la pierre, avec la maison. Construire des maisons, construire des routes, et on peut faire retourner la machine économique. Et quand vous prenez par exemple la consommation autour de ce que nous mangeons, tourne autour de l'informel, à 100%. Quand vous achetez chez une société, la bouffe, vous achetez dans... La plupart de ces gens-là sont dans l'industrie de l'informel. Et d'où la nécessité de maintenant de redresser l'entreprise, l'agent économique, la première, à part l'État, structure et institution, il faut que l'entreprise retourne. Je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Parce que
lorsqu'on a décidé, avec les recommandations des institutions de Bretton Woods, de privatiser les structures productives du côté étatique, mais on a connu quoi comme problème en Afrique? Ça veut dire que l'opérateur local africain, on ne l'a pas mis en position de tirer au poteau. En général, la plupart de ces actifs, ce sont des opérateurs venus d'ailleurs qui ont acheté. Vous comprenez? On privatise la SNEL. Aujourd'hui, vous ne verrez pas 5 entrepreneurs congolais que vous mettez en disposition pour qu'ils achètent l'actif de SNEL. Or, ça devait être des montages économiques. Ça veut dire en disant, oh, mais nous, on est en train de privatiser une partie des Transco, mais on a un opérateur congolais qu'on appelle SAG, l'entreprise que je dirige, il doit prendre 5% à l'intérieur de... Une stratégie, en fait. Mais c'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. C'est ce que nous appelons l'intelligence économique. Vous avez, l'État achète par exemple l'année pour 2 milliards ou 3 milliards. Mais la moitié d'un milliard, il doit acheter aussi à l'opérateur local. Aujourd'hui, l'opérateur local ne joue pas. Lorsque l'opérateur local est fragilisé, l'informel prend l'espace de l'opérateur local. Pourquoi nos compatriotes ne sentent pas cet rebond? Parce que la démographie est supérieure à la production que nous produisons annuellement, que nous appelons la croissance. Et puis, pourquoi ils ne sentent pas? L'autre fois, il y a beaucoup de petits salaires en République démocratique du Congo. Mais lorsque vous avez une croissance qui est faible, vous ne pouvez pas prendre le risque d'augmenter le salaire. L'inflation va vous récupérer. Vous comprenez? Alors, les salaires sont faibles. Or, quand vous avez une masse de gens qui ont des petits salaires, il faut maintenant ce qu'on appelle subventionner le logement, par exemple. Voyez, on a vu Habitat pour tous ici, non? Onel. C'était des logements subventionnés pour pousser la consommation locale. Ça veut dire, mon grand frère, c'est parmi les instruments pour lutter contre la corruption. Ça veut dire que le petit salaire, on le compense avec une subvention au logement. Vous entendez à Kinshasa, à chaque fois les gens disent, ah non, en Europe, lorsque vous avez des enfants, la maison, mais on ne vous donne pas pour les enfants. On regarde ce que vous rentrez, les entrées, le salaire. Vie, ça doit faire face à la vie. Et comme vous avez un petit salaire, l'État va subventionner le logement de petits salaires. Mais c'est toujours l'argent dépensé par l'État, justement. Mais l'État doit dépenser, il dépense. Quand vous subventionnez, par exemple, vous compensez à un foyer modeste pour le logement. Oui. Mais cette foyer va consommer. Vous le permettez à consommer ou aller en vacances dans le Bandundu. Oui. Et quand il va aller en vacances dans le Bandundu, l'hôtelier qui est dans le Bandundu trouve un client. Oui. Le transporteur qui est dans le Bandundu, l'État gagne toujours parce que lorsque ces entreprises-là ont le chiffre d'affaires, ils payent l'impôt. Ils payent le taxe. Mais il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème, Mathieu Takizala. L'actuel régime arrive. Oui. Je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre votre enseignement. Passez-moi l'expression. L'actuel régime arrive. Oui. Il trouve le Congolais fonctionnaire avec des salaires modiques. Oui. Fonctionnaire d'une manière générale, militaire et enseignant, avec des salaires modiques. Oui. Entre-temps, le Congolais, du point de vue politique, quand il ne voit rien en termes de salaire, ça veut dire que c'est la rue qui l'invite. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, le régime actuel fait quoi? Devrait-il chercher à investir d'abord ces mobilisations des recettes ailleurs, notamment dans le ferme et tout le reste, dans l'agriculture, ou alors essayer de mettre le fromage dans la bouche du Congolais en augmentant son salaire, en le multipliant par deux? Dans le système économique, les richesses se produisent dans deux pôles, pôle public et pôle privé. Ça veut dire, là, vous parlez de fonctionnaires. On a besoin de fonctionnaires. D'une manière générale, oui. On a besoin de fonctionnaires. Parce que même pour lutter pour la corruption, nous comprenons qu'aujourd'hui, le Congo a perdu beaucoup parce que tout le monde, l'argent qui devait aller dans l'assiette du trésor public rentre dans la poche des uns et des autres. Nous devons avoir des fonctionnaires qui, c'est ce que le Singapour a fait. Ça fait qu'augmentation des salaires des fonctionnaires pour permettre à ces fonctionnaires qui puissent produire. Très bien. Qui puissent produire. Parce que ce sont les femmes et des hommes. Et aussi, ce sont des consommateurs, non? Lorsqu'un fonctionnaire et que son salaire ne peut pas le permettre à payer le loyer, mais vous le poussez à faire quoi? Vous le poussez à faire la corruption. Il va prendre les imprimés de valeur, il va commencer à vendre. Vous comprenez? Parce que ce sont des consommateurs, ce sont les gens qui permettent au système économique d'avancer. Et d'où la nécessité, le président Tshisekedi arrive. Il comprend que lui, il en a besoin d'une super
organisation étatique, la fonction publique ou l'administration. Première chose, qu'est-ce qu'on fait? On évalue la problématique. On regarde l'indice des inflations. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un rebond des inflations. Pour effacer l'inflation, on doit réajuster le salaire des gens. Parce que quand le prix monte, on consomme de ce que nous gagnons. Mais si ce que nous gagnons est faible et ce que nous devons consommer, lorsque la consommation recule dans le territoire, on s'appauvrit aussi. Parce que nous sommes en économie de consommation en République démocratique du Congo. On ne produit pas, on consomme ici. La production est absente. La production est partie ailleurs. Mais si on se fragilise encore dans la consommation, avec un EPCR de l'informel qui est à 80%, là, l'État va disparaître. Alors, vous êtes en train de me démontrer là que Félix Tshisekedi, je parle de lui parce que c'est le président de la République, a eu donc du pain sur la planche parce qu'à la fois, il devait réajuster les salaires du Congolais, mais à la fois, vous le dites, il devait investir. Oui. Entre-temps, Yamba Yamba a dit ici, avec quel budget? Un budget de 6 milliards de dollars seulement, n'est-ce pas, Yamba Yamba? Écoutez, c'est pour ça qu'on parlera même du service de la dette. Vous comprenez? Ça veut dire que l'État, comme super État, vous connaissez le rôle de la Banque centrale, le mission qu'on appelle. Il a un rôle très très important dans le système économique. Nous, on a passé ici presque 5-4 décennies où on n'investit plus, on ne met plus l'argent autour de l'économie. À part l'État, il construit des écoles, il essaye, mais dans le secteur privé, le financement est absent. La plupart des PME et de petites moyennes entreprises, vous savez, à l'époque, quand on finançait les Dokolo, les Kisombe, les Ngunza Bonanza, les Mbemba, et vous avez vu que les plantations, les vieux Gabriel Mokia qui reste de cette génération-là, vous voyez qu'on a un taux de chômage qui frôlait la réalité. Donc, la plupart des Congolais, et le taux d'informel était faible. Or, on a passé plus de temps ici à ignorer le secteur privé. Ça veut dire, au lieu de financer, ça veut dire que le financement qui passe autour des secteurs privés est faible. Et d'où la nécessité, quand l'économie se fragilise, on doit mettre des mesures incitatives, on utilise des palettes budgétaires et monétaires. Ça veut dire qu'on actionne ce qu'on appelle le plan. Il faut un plan de redressement. La logique des grands travaux. Pour maintenant booster les deux agents économiques. Très bien. L'entreprise et le particulier. Très bien. Et là, l'administration va avoir un sens parce qu'il va avoir ses deux alliés en mouvement. Très bien. Allez, Yamba Yamba, moi, je suis d'accord avec Mathieu Takizala, mais il me pose une question du budget. Tout ce qu'il dit là, plan de relance, grands travaux, et j'en passe. Mais tout ceci passe justement parce que vous avez évoqué ici le budget qui n'est qu'à 6 milliards à ressources propres, alors que 80 fois la Belgique, il en est à 250 milliards de, comment vous avez dit ça, d'euros. Comment atteindre les objectifs que Mathieu Takizala est en train de soulever si on n'a pas ces budgets justement qu'il nous faut pour y arriver? C'est un débat intéressant. Il est très intelligible, ce débat. Mais je voudrais noter trois choses. Je voudrais noter que en 1960, le Congo avait au moins 13 millions d'habitants. 13 millions d'habitants. Et à l'époque, il y a eu beaucoup d'entreprises qui étaient opérationnelles, que ce soit forestières, agricoles et des entreprises de services. Mais aujourd'hui, sur le plan forestier, ça ne restait pas 10%. Il y en avait 180 sociétés. Certainement qu'on compte, j'ai travaillé avec la Banque mondiale dans le cadre du forum monitoring de ces exploitations forestières, etc. On est à 80, mais qui sont opérationnels et à quelle proportion? 0,7% en termes de contribution dans le produit intérieur brut. Les entreprises agricoles, je prends par exemple l'Équateur, 169. J'ai connu des agglomérations où il y avait de l'électricité 24 heures sur 24, des fonds déjà recrutés. Et à côté de ces entreprises-là, des écoles qui formaient des hommes et des femmes qui terminaient et qui trouvaient directement du travail. Aujourd'hui, c'est complètement foutu à la merde. C'est très important. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, je voudrais également dire qu'aujourd'hui, on observe une progression arithmétique de la production
et une progression géométrique de la population. Donc plus 1 il y a moins 40 1. ans, il y a 40 ans, nous étions à moins de 50 millions de personnes. Aujourd'hui, on est, statistique 2022, on est à 110 millions. 110 millions de personnes. Vous voyez ce que cela représente? En 2050, on sera à plus de 200 millions de personnes. En 2100, on sera plus de 400 millions de personnes. C'est que ce qu'on produit, peu importe le schéma, ça ne correspond pas. Ça ne suit pas la croissance démographique. Oui. C'est un problème réel. Entre-temps, mon ami l'a dit, les entreprises diminuent au fil du temps. Les entreprises ne sont pas accompagnées ni encadrées. La production diminue. Trop de demandeurs parce qu'il n'y a plus de fonctionnaires qui trouvent du travail, etc. Mais entre-temps, les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux et le budget lui-même ne correspond pas parce qu'en réalité, ceux qui auraient pu contribuer ne sont pas à même de le faire. Troisième remarque. Généralement, les privés, les chefs d'entreprise, pour les promotionner, il existe le système, par exemple, de crédit. Le système de crédit. Qui provient de l'État, non? Par le passé, nous avons connu le fonds, comment on dit, le fonds de promotion industrielle qui existe. Alors, je voudrais visualiser un peu, voir combien d'industriels ont bénéficié de... La liste qui a été à la place publique, c'était seulement les hommes politiques, en réalité, qui ne font pas des actes réputés commerciaux par la loi, etc. Il a existé la SOFIDE qui n'est plus opérationnelle, la Société de financement du développement. Il a existé la Banque de crédit agricole qu'on a mis le service des cadastres aujourd'hui à côté de l'hôtel de ville. Il n'y en a pas. Les États-Unis, bien qu'étant la plus grande puissance économique du monde, a une dette extérieure de l'équivalent de son produit intérieur brut. Dette extérieure, hein? Dette extérieure. Oui. 22 000 milliards de dollars de produit intérieur brut, et on est à 20 000 milliards, à 24 000 milliards de dette extérieure. C'est l'équivalent plus que même de la produit intérieur brut. Et nous, on va s'emprunter où? Qui nous donne l'argent? Ça, c'est troisième chose. Quatrième chose, la mentalité du personnel politique qui est chargé, le personnel administratif qui est chargé de collecter de l'argent. C'est une mentalité des criminels, de pillage, d'enrichissement illicite. Et on a connu des régimes successifs qui ont inoculé, presque domestiqué cet état des choses. Aujourd'hui, il existe une science qu'on appelle la manchémologie, qui nous enseigne que lorsque vous voulez apprécier une société, vous voulez apprécier une structure, vous voulez apprécier pas la performance d'une institution, il faut tenir compte des différents systèmes qui se sont succédés et quel est le comportement apporté dans la culture de ces systèmes. Si vous avez des hommes et des femmes qui ont subi 2 ou 3 systèmes qui se sont succédés, où on avait la gêne, le vol, le gaspillage, l'enrichissement illicite. Donc, la tendance pour ces hommes, même si on change de système, c'est d'avoir des reproduits, des réflexes des anciens systèmes. Or, Félix Tshisekedi, après combien de temps il est là? Et c'est le même personnel politique. Ce sont les mêmes députés qui ont été élus, etc. Et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnels qui sont affectés, qui sont des députés, qui sont des sénateurs, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des ministres, etc. Ces comportements-là, d'après Kaliba et Innocent, démontrent que les réflexes ne quittent pas de sitôt. Il faut mettre en place un système, ce qu'on appelle un système de surveillance mutuelle, qu'on appelle de garde-fou, pour qu'ils puissent lâcher ces comportements-là. Mais ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas tout de suite, mais justement... pour terminer, oui. Aujourd'hui, pour parer à certaines exigences, oui, de manière qu'on puisse arriver véritablement
à la logique de mon ami. De faire le deux, c'est-à-dire prise en charge et investissement. Le président de la République, au travers de son gouvernement, est en train de mettre en place un fonds de garantie. Le fonds de garantie, c'est un fonds qui soutient l'entrepreneuriat. Des hommes et des femmes comme Takizala qui travaillent avec leurs entreprises dans des conditions difficiles, etc. Je pense, peut-être qu'il est déjà identifié parce qu'il a quand même ses papiers, compagnie, etc. Ces fonds-là devraient servir des chefs d'entreprise, des entrepreneurs volontaristes, mais qui ont des projets bancables, qui peuvent impacter la société. Ils recevront ce fonds-là. Je voudrais savoir. Deuxièmement, je m'excuse. Oui. Deuxièmement, la banque de développement rural, ce qu'on appelle généralement la banque de crédit agricole, qui a existé à 81 et qui a disparu à cause d'une mauvaise volonté des acteurs politiques. Moi-même, j'ai fait une étude à 90. Il a été démontré que la banque de crédit qui a existé n'a donné 99% des crédits aux hommes politiques, aux acteurs politiques. Et que 1% a été donné aux exploitants agricoles. L'exploitant agricole, c'est la coopérative qui était à Dikassi, qui était gérée par les prêtres. 99. Et sur les 99% des gens qui ont reçu les crédits. Des politiques qui ont reçu les crédits. 98% de ces gens-là n'ont pas payé, n'ont pas remboursé. Aujourd'hui, la banque n'existe pas. Et donc, toutes ces structures qui ont été mises en place ont disparu. Dans les milieux ruraux, dont il connaît mieux que moi, il a existé ce qu'on appelle des coopératives d'épargne et de crédit. Et ces coopératives doivent vivre avec pas des subventions de l'État, mais des épargnants. Mais l'État peut encourager pour permettre véritablement d'avoir une caisse, une assiette qui permette véritablement de donner des moyens pour avoir des exploitants. J'ai suivi mon ami Takizala, je termine par là, qui parlait de la promotion agricole. À l'époque, mon cher ami Takizala, parce que mon mémoire a porté sur le système d'enseignement et le développement agricole. À l'époque, les papas Jano Bemba que vous voyez là, ils étaient d'abord des planteurs. Un camionneur aussi, mais bien entendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens, l'État, l'époque coloniale, il y avait ce qu'on appelle le fonds au colonna. Et ceux qui étaient des chefs d'entreprise recevaient non seulement leurs moyens, mais des fonds de l'État. Et ces fonds, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils identifiaient les nombres d'agriculteurs, ce qu'on appelle des exploitants, des fermiers, dans le village. Et on leur donnait des moyens pour avoir telle ou telle production. À ce niveau-là, on a engagé les gens qui travaillaient dans les plantations, etc. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Vous faites 100 km, vous n'avez même pas la chikwang pour acheter. C'est que très clairement, ce sont des grands défis, mais on ne peut pas le faire. Il faut un peu du temps. Et c'est justement ça qu'on est en train véritablement d'entendre pour que les choses se remontent. Alors donc, finalement, Norbert Yamba, si on vous a compris, et avec d'ailleurs le développement que vous venez de faire, ça justifie ce que vous avez dit, si on arrivait à combattre 30%, à hauteur de 30% la corruption, on va ramener le budget à 55 milliards. Parce que tout ce que vous avez évoqué là, c'est déjà la corruption. Hein. Voilà. Il n'y a plus de la coopérative d'épargne et de crédit. Il n'y en a plus. Il n'y a plus le fonds de garantie. Ça n'existait plus. Il n'y a plus non plus les banques des crédits agricoles. Ça n'existait plus. Tout ça parce que c'est allé dans les poches des gens. C'est ça. Et donc c'était la corruption. C'est la corruption. Voilà. Alors donc finalement, Mathieu Takizala... Entre-temps, la justice n'a pas fait son travail. Et donc, il y a une sorte de complaisance généralisée. Aujourd'hui, qu'on est en train de requinquer les structures de dissuasion, je pense, encore que... Qu'on pourrait atteindre l'objectif. Quelqu'un qui a une vision par rapport au secteur, etc. Alors, il a parlé, Norbert Yamba, dans la perspective, pour amener quand même la RDC à s'en sortir et faire en sorte que le près de 110 millions puisse se retrouver. Il a parlé notamment de la lutte contre la corruption, d'abord, mais également de l'emprunt extérieur, en donnant l'exemple des États-Unis. En donnant l'exemple des États-Unis. Et cet emprunt extérieur, la lutte contre la corruption, peut permettre justement à atteindre les objectifs que vous voulez bien, c'est-à-dire l'orientation vers les investissements. Non? Il a raison, parce que normalement, aujourd'hui, nous devons recourir à la dette publique. C'est-à-dire que nous devons s'endetter maintenant, ne plus pour payer, mais pour investir, pour que nous puissions créer de la valeur d'une façon
collectif. Ils sont prêts à nous emprunter cela? Oui, mais nous sommes un État. Il suffit qu'on montre la maturité que nous avons de projets bancables sur le temps de la République démocratique du Congo. Nous devons s'emprunter d'abord, par exemple, pour moderniser l'administration. Quand vous rentrez dans des chefferies, dans des groupements, vous verrez que l'ordinateur, c'est comme si encore dans les années 40. Donc ça, et pour combattre, je crois que l'administration doit le moderniser pour que les gens évitent et que nous soyons contrôlés. Nous devons réformer, par exemple, l'industrie bancaire que mon frère Norbert parle tant ici, et pour permettre que tout le monde, que le mouvement d'échange en termes économiques soit canalisé dans l'industrie bancaire, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont un compte en banque, ce n'est même pas 10% de la population réelle en République démocratique du Congo, et tous les échanges faits par ce qu'on appelle Maboko Bank. Donc nous devons permettre aussi... Ce n'est même pas 10% des 110 millions qui ont des comptes en banque. Ce n'est même pas 10%. Ça veut dire que... Mais comment ils vont avoir le compte en banque? Il est allé loin. Il est allé... C'est 2%. Donc, c'est même pas... Toutes ces banques que nous voyons ici, en tout et pour tout, ce n'est que 2%. C'est même pas 10% parce que le PCA de chômage est tellement de chômage, c'est un des 85% de la population active. Oui. Ça veut dire que si vous mettez le sommation, et ceux qui peuvent avoir un compte en banque... il y a des chômeurs cachés, en fait. Les fonctionnaires de l'État, là, sont des chômeurs cachés. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons maintenant amener la rigueur de la gestion et la culture des sanctions. L'argent est dans la rue. Moi, je vois par exemple toutes les infractions routières qui se font à travers la République démocratique du Congo. C'est des postes qui peuvent nous générer des ressources. Moi, j'avais proposé à l'époque le plan de redressement de la République démocratique du Congo avec 10 commandes publiques et avec des mesures et des réformes à apporter sur la caractère économique, administratif, pour que nous puissions avancer. Parce que l'autre fois, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, la maman qui jette les ordures dans la rue. Mais c'est aussi de l'argent pour la communauté. Celui qui dépasse mal sur la route et qui viole. Un dépassement, oui. Mais c'est de l'argent. Et tous les États s'enrichissent avec ça. Le stationnement urbain dans toutes les municipalités du monde moderne, ça génère de l'argent. Chez nous, on va parler. Il y a un terme là qu'on utilise souvent là. Comme pour dire que la police est en train de déranger la population, le terme échappe. Non, on a les doigts. On risque de dire que le pouvoir vient. Tracasserie, voilà, c'est le terme que je cherchais j'ai justement. aimé à l'époque, quand on grandissait ici, je crois que mon aîné va pas me contredire, lorsque l'auditorat faisait son travail ici. On voyait le soldat qui enlève le tennis parce qu'il a peur, il n'a pas fait de route. Oui. Pourquoi il a quitté Lingwala, il vient limiter et qui l'autorisait. Je crois qu'il faut maintenant qu'on devienne un État où les gens ont peur de faire des bêtises. Parce que les gens n'ont plus peur de faire des bêtises. Lorsqu'il était 16 h, le militaire... Oui, prenons par exemple le gaspillage qui s'est fait dans des véhicules d'État. On est dimanche, l'administration est fermée, mais on voit le plaque de l'État qui circule. Il faut appréhender ces messieurs et demander, mais monsieur, où partez? Parce que c'est l'argent de la communauté. C'est dans ces poches-là qu'on peut récupérer la manne pour réinjecter dans le PCR productif. Prenons par exemple une entreprise, on le laisse qu'il est à la fois distributeur, fabricant, il est fournisseur lui-même, mais les autres vont faire quoi? Il faut imposer des amendes à ces genres de gens. Et c'est comme ça, parce que l'amende, le culture d'amende requis dans la République démocratique du Congo. Ça veut dire si on dit à Eddy, non mais vous avez péché ici, non, ils sont contre moi. Oh. Et toute la tribu, vous comprenez, ça c'est pas bon. Fait une déclaration. Par exemple, on vous nomme gouverneur de Kinshasa. Au lieu de prendre Eddy qui est compétent, qui est congolais, parce que le travail c'est aussi la compétence. La compétence, et puis c'est un droit pour tout Congolais. Mais bizarrement, vous vous amusez à prendre votre fils. Mais il faut que le fils soit compétent. S'il n'est pas compétent, on vous sanctionne. Parce que c'est avec le sanction. Moi, dans le plan que je proposais, je trouve ça aberrant qu'une ville comme Kinshasa, nous avons 4 districts. 4 districts, à part le gouverneur qui est sur le palais de Kalina là-bas, mais dans chaque district, il y a le chef des chefs de commune. On devait avoir le commissaire du district, qui fait office des surveillants, qui regarde tout. La police l'a fait. Mais pourquoi on ne fait pas dans le truc? Donc, le 24 Bourkoumès, ils sont là. Le grand patron. Le grand patron, non, ils devaient avoir les 4 assistants dans chaque district. On va appeler le commissaire des districts. Et ces gens-là, tous les semaines, ils nous appellent le Bourkoumès. Monsieur, sur le plan des logements, chez toi là-bas, qu'est-ce que tu as fait? Et sur les infractions routières, ça rapporte combien? Sur la construction anarchique, qu'est-ce que tu fais? Et là, il y a un suivi. Mais les épaves qu'on voit dans des communes, pourquoi? Qu'est-ce qui prend l'argent? Ça va où? Mais on demande des comptes aux gens. Parce qu'un travail sans contrôle, ça n'a pas de sens. On avait des commissaires l'autre fois ici, le maréchal. Le maréchal a fait beaucoup de choses ici. Hein. Il faut que, moi je dis toujours à mon frère Félix, c'est qu'il doit imiter son père là.
Cette culture de dire à quelqu'un, si tu pêches, on te met en prison. C'est comme ça. Pourquoi on va avoir qu'une seule prison? Pourquoi que Makal? On doit avoir le prison de Tiango, le prison de Lukunga, le prison ainsi de suite. On doit construire des centres carcérales. Ou quand quelqu'un pêche, on le met là-bas. Et c'est aussi un autre moyen pour générer les revenus. Mais tu vas combattre la corruption avec quoi? La corruption avec quoi? S'il faut sanctionner, les gens, vous, dans les États, vous faites un chèque bancaire, cher Eddy, mais vous n'avez pas l'argent dans le compte. On vous sanctionne, on appelle ça le mot interdit bancaire. Il y a toute une génération qui ne connaît pas pourquoi, c'est quoi l'interdit bancaire. Pour dire à la personne, vous êtes obligé de respecter les normes sur l'espace public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Lukunga, nous devons construire une prison là. Alors Mathieu Takizala, vous avez 2 minutes Oui. pour terminer parce que vous avez rejoint Yamba Yamba avec votre temps de parole. On va donc conclure avec la perspective, donc on va dire qu'au regard de tout ce qu'on a développé ici, si jamais l'actuel régime et ceux qui viendront après s'y mettaient à lutter contre la corruption, n'est-ce pas, à mettre en place les différents systèmes de générer, comment vous dites ça, qui puissent générer les ressources. des ressources, on pourrait voir la RDC être parmi les premiers pays de l'Afrique centrale, oui, mais pourquoi pas de l'Afrique tout entière. Il a une démographie, il a des potentialités, c'est un grand marché, nous devons le faire un marché, il faut aussi une politique de l'emploi. ONEM aujourd'hui disparaît, on ne le voit pas, il doit être l'office d'ONEM de Lukunga, l'office d'ONEM de Mwamba, ainsi de suite, parce que les gens, il ne suffit pas de faire l'école, mais vous devez maintenant assimiler à être quelqu'un qui travaille avec une déontologie, un professionnel. Et puis nous devons aussi avoir une bonne politique d'accompagnement des entreprises dans le territoire. Ça fait que mon frère a amené, moi j'ai toujours dit, une banque publique d'investissement. Il y a un existant ici, ça veut dire qu'on peut fusionner l'argent qui rentre autour de la caisse d'assurance maladie et l'argent qui rentre dans l'assurance, l'argent qui est à la CADECO, l'argent et tout ça, on fusionne, on crée un opérateur qu'on va appeler, y compris l'essai que nous récupérons sur l'industrie, la transformation dans le territoire qu'on appelle FPI, on fait un acteur qu'on va appeler Banque publique d'investissement et celui-là va être avec des consultants. Mon frère a utilisé le consultant. Ils ne sont pas obligés d'avoir des agences partout, mais ils ont des consultants sectoriels. L'agriculture, le monde de l'automobile, le monde de logement, ainsi de suite. Ces gens-là sont là uniquement parce que, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneur congolais n'est pas boosté dans le territoire? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement autour de l'entrepreneur. L'entrepreneur, ce n'est pas les slogans. Et nous devons mettre aussi sur l'espace les endroits où on forme des entrepreneurs, qu'on appelle les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres d'industrie, chambres de métiers et chambres d'artisans, parce que ces gens-là puissent comprendre que c'est un métier, c'est une profession et qu'il faut apprendre, parce qu'il y a beaucoup d'innovation aujourd'hui dans le monde pour que nous avançons. Donc aujourd'hui, il faut financer l'entreprise et il faut aussi réformer la gestion des grandes boîtes congolaises. Là, de ce côté, moi, j'ai demandé au président Tshisekedi qu'on ne peut plus, les grandes entreprises congolaises soient gérées par un ministre. On doit créer une caisse de dépôt et de conciliation où là-dedans, la participation de la partie étatique soit représentée par des administrateurs des caisses de dépôt et de conciliation et cherchons aussi que la partie privée de l'État rejoigne la gestion des grandes entreprises de la démocratie du Congo pour que nous puissions vraiment créer un État noble. Mathieu, merci. On va terminer avec Norbert Yamba Yamba. Aménagement du territoire, il en a parlé. Logement et habitat. Projet donc 145 territoires. Norbert Yamba Yamba. Est-ce un des axes qui peut remettre le Congolais dans l'espoir de revoir son pays finalement, j'allais dire être Kin Label, non, mais j'ai dit être RDC Label. Merci Eddy. Je voudrais noter que le Congo-Kinshasa, la RDC, pourrait devenir un État civilisation. Parce que la plupart des puissances à travers le monde ont une très grande superficie, ont une très grande démographie. L'Allemagne est la plus puissante, la plus grande puissance en Europe, en démographie et en moyens. Les États-Unis, la Russie, l'Inde, la Chine. En Afrique, nous avons le Nigeria, le Congo-Kinshasa, l'Éthiopie. Nous pouvons espérer véritablement
que cela puisse nous permettre d'avancer. Encore qu'il faut prendre conscience de ça. Mais il y a un blocage. Un blocage au niveau du paradigme que nous utilisons. Le paradigme qui est utilisé est à rentabilité externe. Ça veut dire en fait, les grands investisseurs qui viennent ici chez nous, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des hommes et des femmes qui viennent, n'est-ce pas, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique. Et leur approche, c'est de venir puiser nos ressources naturelles et de les amener briques chez eux. C'est chez eux qu'on crée de l'emploi, c'est chez eux qu'on crée des richesses, c'est chez eux qu'ils font des affectations rationnelles pour améliorer véritablement les infrastructures. Il faut changer de paradigme. Ça devient une condition sine qua non. Changer ce paradigme suppose que, bon, pourquoi ne pas venir ici, produire, transformer, commercialiser. Et nous avons une chaîne de valeur ajoutée. On absorbe le chômage, première entreprise, deuxième entreprise, troisième entreprise. Ça, c'est fondamental. Et tant qu'on n'aura pas résolu cet état des choses, on attendra beaucoup longtemps. Et certainement qu'il y a ce qu'on appelle des stratégies innovantes où on peut casquer, on peut même tronquer pour avoir de l'argent, de manière à mettre dans ces fonds publics qui permettent aux entreprises, véritablement, d'avoir des moyens. Je voudrais terminer pour dire, par rapport à la question, oui, concluez par là, le gouvernement, la RDC, a mis en place dans notre Constitution une certaine organisation dans la gestion de la République. Et dans cette organisation, il y a 3 niveaux de gouvernance. Il y a le niveau central, le niveau provincial et le niveau local. Le niveau central, c'est le gouvernement central. Au travers les différents ministères, dirigés par Samalou Kondé, sous la houlette du chef de l'État. Au niveau provincial, nous avons des gouvernements provinciaux, sous le leadership des gouverneurs. Au niveau local, nous avons les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Chaque niveau, la particularité, c'est qu'il y a un budget, il y a un programme. Le programme, c'est l'ensemble des réponses aux problèmes qui se posent. Malheureusement, si au niveau national, on est en train d'évaluer, on n'a pas l'impression qu'on est en train d'évaluer les gouverneurs des programmes. Terminé parce qu'on doit rendre l'antenne. Et au niveau local, jusqu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui n'ont même pas de programme et qui utilisent l'argent de l'État. Et donc l'impulsion d'une société comme la République démocratique du Congo nécessite qu'à différents niveaux d'atterrissage, qu'il y ait une sorte de prise de responsabilité pour qu'on puisse justement bouger les différentes entités. Or, aujourd'hui, c'est difficile. Merci. Et je termine en disant que nous avons des grands marchés, et là, vous qui êtes chef d'entreprise, des grands marchés. Le marché de CASC en Afrique centrale, où vous avez plus de 350 millions de consommateurs. Et vous avez le marché de la SADC, où vous avez 400 millions de... Et nous devons, nous, comme locomotive, travailler dur en faisant des transformations, même dans nos propres gires, dans le Bas-Congo ici, pour que nous puissions inonder. Norbert Yamba, merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, Mathieu Takizala. Le plaisir partagé. J'espère que vous avez senti la pertinence, la qualité et la hauteur du plateau spécial avec la prestation de Mathieu Takizala, économiste de son état, entrepreneur, mais également de Norbert Yamba, spécialiste en développement des provinces. Nous avons parlé de la croissance économique et mobilisation des recettes. Quel impact socio-économique pour le Congolais, d'une manière générale, et pour la RDC. Et voilà, plateau spécial, nous mettons un point final à cet instant. Merci à toute l'équipe qui a travaillé. Je vois là Fabrice Bola, mais également Carlos Pakassa. Je laisse donc ma place à Julie Melia pour la poursuite du 8-12. Plateau spécial, nous revenons à partir de lundi prochain en direct, 10h, une nouvelle thématique avec de nouveaux invités. D'ici là, restez bénis du programme d'Univers Group Télévision.